sommes en désaccord avec les politiques qui sont menées en ce moment en Europe, et notamment les politiques d'austérité qui sont menées dans tous les pays européens et qui, selon nous, aggravent la crise en Europe plutôt qu'elle l'améliore la situation. Et je crois que vous, d'ailleurs, en Espagne, vous souffrez beaucoup de ces politiques d'austérité, peut-être encore plus qu'en France, et que ces politiques sont mauvaises parce que, d'une part, elles aggravent la situation économique, elles créent de la récession, elles créent du chômage, et elles empêchent les pays de la zone euro d'améliorer leur situation par rapport à la dette, de réduire leur dette, parce que si l'activité économique ralentit, les États ont moins de recettes fiscales et l'économie fonctionnant moins bien, créant moins de richesses, eh bien ces différentes économies ont beaucoup plus de mal à rembourser leurs dettes et à réduire leur déficit public. Donc nous, économistes atterrés, nous pensons que ces politiques sont mauvaises et qu'il faudrait plutôt organiser des politiques communes, si possible, à l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne et de la zone euro, pour organiser un soutien de l'activité économique et de l'emploi plutôt que des politiques d'austérité qui aggravent l'activité économique et l'emploi. Et l'autre chose que nous disons, nous les économistes atterrés, c'est que l'Europe est sous la domination des marchés financiers. C'est-à-dire que les gouvernements cherchent à rassurer les marchés et en fait, en faisant ça, ils sont dominés par la logique qui est une logique de court terme des marchés et ils perdent toute politique, ou ils perdent en tout cas la possibilité de mener des politiques de long terme pour la construction européenne, pour la poursuite de la construction européenne et pour la poursuite de l'intégration européenne. Et pourquoi croyez-vous que nous sommes dans cette situation? Pourquoi les politiciens ne font pas plus pour combattre ça? Alors, il y a plusieurs explications. Je pense que l'Europe est dominée par, d'une part, l'idéologie néolibérale qui est fondée sur la conviction qu'il faut laisser au marché le rôle principal dans la régulation de l'économie et donc pour la sortie de crise. Et nous pensons que ceci est une très mauvaise doctrine, absolument pas adaptée à la situation actuelle de sortie de crise. Et par ailleurs, nous pensons que c'est le moment en Europe de relancer les politiques publiques communes, c'est-à-dire, par exemple, d'augmenter les ressources fiscales de l'Europe, par exemple par une taxe sur les transactions financières européennes, pour collecter des ressources pour le budget européen et permettre d'organiser à l'échelle européenne des investissements, des programmes d'investissement public à long terme, par exemple dans le domaine des infrastructures et aussi dans le domaine de la transition écologique et énergétique. C'est-à-dire que les pays européens ont une occasion actuellement de sortir de la crise en s'appuyant sur ces politiques qui soutiendraient l'activité et lutteraient contre le chômage et permettraient à l'Union européenne de commencer à résoudre le problème écologique, le problème énergétique en Europe qui est très important comme dans d'autres régions du monde. Il semble que le problème central, c'est la dette souveraine. Vous écrivez un article dans le livre en parlant de la restructuration de la dette souveraine européenne. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette dette? Alors, à court terme, c'est-à-dire maintenant, il y a un certain nombre de pays qui sont dans une situation critique en ce qui concerne leur dette publique. Par exemple la Grèce, par exemple le Portugal, mais demain, d'autres pays pourraient avoir une situation critique, c'est-à-dire être dans une situation où elles ne pourraient plus rembourser leurs dettes. Ça pourrait être un jour l'Espagne, ça pourrait être un jour même la France ou l'Italie. Et donc, nous disons qu'à court terme, il faut restructurer les dettes publiques. Ça veut dire trois choses, une restructuration de la dette. Premièrement,
baisser les taux d'intérêt sur les dettes. Il y a plusieurs façons de faire, mais une façon serait de renégocier la dette pour avoir des taux d'intérêt plus bas. Une autre solution, une autre piste, c'est que la Banque centrale européenne intervienne directement sur les marchés, comme elle le fait dans les pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, pour essayer de baisser les taux d'intérêt. Donc ça, c'est la première mesure, la baisse des taux d'intérêt. La deuxième mesure, c'est de rééchelonner les dettes, c'est-à-dire de rallonger la durée des dettes pour que les pays puissent les rembourser plus tard, parce qu'aujourd'hui, avec la crise et la récession, ils ne sont pas en mesure de rembourser à court terme la dette. Donc ça, c'était la deuxième mesure, rééchelonner la dette. La troisième mesure, c'est d'annuler tout simplement une partie de la dette, comme on vient de le faire d'ailleurs en Grèce, où il a été décidé, lors du dernier accord, de réduire de 50% la valeur de la dette grecque. Il faudrait faire la même chose dans d'autres pays, de manière à alléger le poids de la dette. Je lis votre article et il semble que vous ne croyez pas à l'efficacité des eurobonus. Pourquoi pas? Dans l'article que j'ai rédigé, et je ne suis pas le seul parmi les économistes atterrés à penser cela, je pense que les eurobonds ne sont pas une bonne solution maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore les institutions européennes pour permettre d'émettre des eurobonds. Pour cela, il faudrait avoir la capacité des institutions politiques européennes permettant d'émettre des eurobonds, c'est-à-dire il faudrait avoir un pouvoir donné aux institutions européennes pour émettre des eurobonds, des obligations européennes. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité. De plus, ce que l'on peut craindre, c'est que si les pays européens émettent des eurobonds, des euro-obligations, les marchés attaquent à nouveau ces euro-obligations parce qu'ils considéreront que l'Europe, en situation de crise comme actuellement, n'aura pas globalement les moyens de rembourser dans les bonnes conditions la dette à cause de la récession qui frappe l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'à long terme, enfin à terme, c'est-à-dire plus tard, quand les institutions seront consolidées et que la crise économique sera atténuée et qu'il y aura, la récession ne sera plus là, on pourrait très bien mettre en place un système, des institutions pour émettre des eurobonds. Mais aujourd'hui, les conditions ne nous semblent pas réunies pour mener cette politique européenne. Tu vois que Angela Merkel dit quelque chose comme ça, non? Il y a une certaine conscience entre vous et Angela Merkel que je crois que vous n'avez pas d'autres. On n'a pas une opposition systématique à l'égard des projets et des propositions de Mme Angela Merkel. Mme Angela Merkel est favorable à la taxe sur les transactions financières en Europe. Nous sommes aussi favorables à cette taxe sur les transactions financières. Mme Angela Merkel est favorable à l'interdiction de certains instruments spéculatifs comme les achats, les ventes à découvert nues, c'est-à-dire les ventes à découvert qui servent en fait à spéculer contre la dette. Nous sommes aussi d'accord avec cette mesure. Donc nous avons des accords ponctuels, mais ponctuels uniquement avec Mme Merkel. Nous ne sommes pas du tout d'accord, en revanche, sur la philosophie générale que Mme Merkel veut mettre en place, sur la philosophie de sa réforme, et en particulier avec le nouveau traité qui est proposé et le mécanisme européen de stabilité. Pourquoi nous sommes en désaccord? Parce que c'est pour nous une gouvernance, un gouvernement purement technocratique de l'Europe, puisque les États nationaux seront très largement dessaisis de leur pouvoir de décider de leur politique budgétaire et fiscale. Et donc nous pensons que cette politique qu'elle propose, que Mme Merkel propose, avec le soutien d'autres pays comme la France d'ailleurs, ou l'Espagne je crois, c'est pas une politique démocratique, c'est une politique technocratique, c'est ce que j'appellerais du fédéralisme technocratique, qui empêche donc la démocratie de fonctionner. Et pour mettre en place une vraie politique démocratique, il faut que le Parlement européen, par exemple, ait un moyen de mieux contrôler les politiques budgétaires, mais aussi les parlements nationaux ne soient pas totalement dessaisis de leur pouvoir de contrôle et de décision en matière budgétaire et fiscale.
Mais tous les pays de la zone euro et les pays de l'Union européenne ont donné soutien à cette position, non? Moi, la Grande-Bretagne, l'Irlande avait fait un référendum. Oui, c'est vrai que la plupart des pays ont donné un soutien pour le moment parce qu'ils voient bien que c'est un moyen de sortir de la crise et que la domination allemande est telle en Europe que le rapport de force est tel que les pays n'ont pas tellement le choix, sauf celui d'accepter. Alors je dirais deux nuances par rapport à ça. En France, dans le contexte des élections présidentielles, le candidat socialiste, M. François Hollande, a indiqué qu'il remettrait en cause, une fois élu, s'il est élu bien sûr, le pacte, le mécanisme européen de stabilité, qui demanderait à renégocier ce traité parce qu'il est justement dangereux, il met trop l'accent sur l'austérité et il conduit l'Europe à la crise. Et je crois savoir qu'en Espagne, M. Rajoy, votre Premier ministre, a laissé entendre qu'il ne serait pas en mesure d'appliquer complètement ce plan d'austérité tel qu'il est réclamé par l'Allemagne, parce que l'Espagne elle-même, en ce moment, connaît une récession très difficile et que rajouter encore des politiques plus restrictives en Espagne conduirait l'Espagne dans une situation encore plus difficile que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Donc il me semble que différents pays, je viens de citer la France et l'Espagne, ne sont pas forcément d'accord avec cette politique. Et mon avis personnel, c'est que cette politique ne pourra pas continuer et que le plan que l'Allemagne a voulu imposer ne pourra pas s'appliquer, pas plus d'ailleurs qu'on a pu appliquer précédemment le pacte de stabilité et de croissance en Europe qui avait précisément le même objectif qui était d'organiser de l'austérité pour résoudre les problèmes de déficit et de dette publique. Donc on aura exactement la même situation, c'est-à-dire que ces plans nouveaux sont inapplicables et qui ne pourront pas être appliqués parce que les pays très vite vont se rendre compte que ça aggrave leur situation, leur crise et que donc on ne pourra pas continuer à appliquer des mesures aussi restrictives que celles proposées par les plans et imposées par l'Allemagne. Notre président Rajoy nous a dit que peut-être il ne va pas arriver je crois que c'était oui, 5,8% du déficit. C'est son objectif. Il ne peut pas arriver à 4,4 que c'est l'objectif initial. Mais en tout cas, il nous a dit qu'on doit faire des restrictions, l'austérité, qu'il y aura 60 000 nouveaux désoccupés à l'Espagne. La Roche à l'Espagne regarde la possibilité de que François Hollande gagne les élections présidentielles. À sa sorte offre petite possibilité de changer cette façon de penser, aller dans cette direction de la dette. Vous croyez qu'il est possible que si François Hollande gagne, ça va changer ou c'est trop optimiste? Non, c'est vrai que ce sera très difficile, il faut être réaliste pour le moment, à M. Hollande d'obtenir tout de suite un changement, ou rapidement un changement de politique. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est une aggravation de la crise en Europe et des mouvements sociaux extrêmement importants vont se développer en Europe. Ça a commencé en Espagne, en Grèce et dans d'autres pays aussi. Ces politiques vont susciter une résistance populaire très forte qui va créer, je pense, une situation politique qui sera difficile à gérer et qui obligera les gouvernements à remettre en cause cette politique qui n'est pas soutenable, qui n'est pas acceptable par les populations. Angela Merkel a dit qu'il pense peut-être qu'il sera possible de faire quelque chose pour la croissance, mais à l'heure de la vérité, elle ne fait rien. Peut-être elle peut changer dans les prochains mois? Oui, parce que, en fait, l'Allemagne voudrait que tous les pays de l'Union européenne et de la zone euro en particulier appliquent les politiques d'austérité et de rigueur salariale, notamment qu'elle a menées depuis 10 ans, avant avec le gouvernement Schröder et maintenant avec le gouvernement Merkel. Mais ça, c'est un raisonnement économique fallacieux, trompeur. Pourquoi? Parce que
si tous les pays se mettent à faire de l'austérité comme maintenant, très vite l'Allemagne, qui réalise les 2/3 de ses surplus extérieurs, et donc une partie très importante de ses exportations qui tire sa croissance avec des pays qui sont en récession, l'Allemagne elle-même va avoir des difficultés. Elle commence d'ailleurs déjà à avoir des difficultés. Et donc sous la pression non seulement des mouvements sociaux, mais également des milieux économiques allemands qui vont perdre beaucoup d'argent avec cette récession, je pense que le gouvernement allemand va être obligé de changer la politique, c'est-à-dire ne pourra pas continuer à imposer l'austérité et devra reconnaître qu'elle-même est dans une situation difficile à cause des politiques qu'elle est en train d'imposer à toute l'Europe. Et combien de temps on devra attendre pour arriver à ce point? Alors là, je dois dire qu'il y a une certaine incertitude sur le temps qu'il va falloir pour que les gouvernements prennent enfin conscience, en commençant par l'Allemagne, mais aussi en France, en Espagne par exemple, prennent enfin conscience que leurs politiques sont dangereuses et qu'elles aggravent la situation plutôt qu'elles ne l'améliorent. Mais je pense que c'est inéluctable que la crise s'aggrave et qu'on se rende compte qu'on n'a pas les bonnes politiques, que les politiques qui sont menées sont inadaptées. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres zones géographiques, par exemple aux États-Unis, on s'aperçoit que le gouvernement américain a une politique beaucoup plus intelligente de soutien de l'activité et que probablement les États-Unis vont sortir plus vite de la récession que l'Europe, et du coup ça fera réfléchir, je pense, les gouvernements européens qui vont se rendre compte très vite que leurs politiques ne sont pas bonnes et que l'Europe est dans une situation de plus en plus difficile par rapport au reste du monde. Vous avez écrit 2 livres, Les économistes atterrés, vous avez écrit 2 livres. Après les terreurs, qu'est-ce qui va venir? Il y a un réel danger si les politiques actuelles continuent, et un réel danger d'implosion de la zone euro. C'est-à-dire que plusieurs pays pourraient ne plus supporter, à la fois sur le plan économique, social et politique, ne pourraient plus supporter les contraintes qui leur sont imposées pour rester dans la zone euro. Et donc, il ne faut pas exclure, malheureusement, parce que j'espère que ça ne se produira pas, mais en tout cas, il y a un risque de plus en plus important, si les mêmes politiques continuent, d'implosion de la zone euro, c'est-à-dire d'avoir des pays comme la Grèce, par exemple, et d'autres encore, qui soient amenés à se poser la question de leur sortie de la zone euro. Et ça serait une catastrophe. Donc je pense que devant cette menace qui est de plus en plus importante d'implosion de la zone euro, ça fera réfléchir les gouvernements et peut-être que ça les amènera à voir et que leurs politiques ne sont pas les bonnes et à changer de politique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les économistes atterrés ne sont pas uniquement là pour critiquer, mais comme dans notre dernier livre, alors qui a été écrit surtout en direction de la France par rapport à la campagne électorale qui est en ce moment menée, nous avons fait des propositions pour 2012, changer l'économie. Et donc, nous pensons que ce qui serait bien, c'est que dans d'autres pays européens, il y ait aussi des atterrés comme nous. Et c'est pour ça qu'on est content de voir qu'en Espagne, vous vous intéressez à notre mouvement, parce que nous pensons que des économistes atterrés en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., pourraient aussi réfléchir. Et l'idéal, évidemment, serait que nous réfléchissions ensemble. C'est-à-dire que nous fassions ensemble, dans différents pays européens, de l'Union européenne et de la zone euro, des propositions pour montrer qu'il y a une autre politique possible en Europe et que ceci pourra faire une pression sur les gouvernements et une pression qui passera par l'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique, les citoyens européens vont être de plus en plus conscients que cette politique est mauvaise, mais qu'il existe des politiques alternatives tout à fait possibles à mener et c'est ce que nous espérons.